3, 2, 1, go. Mais oui, t'es beau. Non, je trouve que j'ai. Je trouve qu'il est beau. C'est bien. Tu vas là, Ronald? Quand ça accélère. Tu me dis, hein. Ouais, Dans combien de quand temps? tu commences à gratter, là, comme des gros points, là. Quand ça te paraît trop nerveux pour RCF. Allez, tu vas quand tu veux, hein. Non, non, toi, Là, il fait s'installer, je vais ouvrir le micro et Tant de bonnes heures de musique avant de tu peux vraiment dire ça. Allez. Allez, bon, bienvenue dans Graffiti Cinéma ce soir. On est directement dans le cadre, on est directement dans l'émission dans des déménagés. Hein. On est parti avec notre matos, on est venu avec Playmo Games Orléans Sud pour parler de jeux vidéo et de cinéma avec une musique de fond bien punchy, assez rythmée. Hein. Pour le coup, on est bien réveillé. En plus, on est à 19h30, donc on n'est pas trop endormi. Et on va parler donc du coup des rapports de ces petits bonhommes qui sautent partout, qui nous agacent, qui ruinent nos vies, même si on en a plusieurs, et qui parfois ont des pellicules et qui passent sur cinéma. Donc je suis entouré d'une équipe vraiment au sommet hein, de la gloire, à commencer par Thomas qui nous accompagne ce soir pour parler de cinéma et de jeux vidéo. Bonsoir. Grand gamer, alors combien de jeux terminés le mois dernier? Ah, le mois dernier, j'ai eu les trophées 100% sur Horizon Zero Dawn. C'est quoi comme jeu ça? C'est bien? Ouais, c'est très sympa, un monde ouvert On va en parler des mondes ouverts. plutôt sympathique. Et je me suis laissé tenter. Au début, je voulais pas, puis il m'a pris le. Ça arrive au meilleur. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gamers ce soir. Et puis on a également un invité Ben. Ouais. Voilà, alors on va se revoir, on se voit pour la première fois aujourd'hui, Ouais, on c'est avait vrai. parlé parce que tu participes à XP Canapé. Exactement. Alors on peut présenter en quelques mots du coup ce programme qui est tourné sur Orléans. Ouais, pas de souci. XP Canapé, en fait, c'est une web série assez courte, de 3 à 5 minutes, et qui parle du quotidien des joueurs de jeux vidéo. 14 fois, meuf. Il y a 14 fins différentes, donc je vais le saigner 14 fois. 14 fois. J'en suis à 11. D'accord. Donc, où on met en fait en relation le quotidien et les petits tracas que cause cette activité chronophage. Voilà, un genre de scène de ménage mais avec des manettes. Quoi. Exactement. Attends, c'est bien comme présentation. Bien vendu. Florian qui va être avec nous et puis qui fait plein de belles images pour qu'on ait l'air intéressant directement sur les réseaux sociaux. Et puis la technique, Walid, qu'on remercie beaucoup pour le Salut à développement, tous. même si ça me coûte un repas. Et puis on va J'aime pas les jeux vidéo. Personne n'est parfait, c'est le seul technicien qu'on a trouvé pour l'occasion. Ouais, On va remercier, puis on salue tout de suite Nicolas qui nous reçoit aujourd'hui à Playmo Games Orléans Sud. Oh, Nico. On a dû pousser ses murs, on a dû ranger les jeux. Merci. Et puis on va notamment te remercier chaudement de nous avoir accueillis avec nos tables et puis nos fils, avec tout le bazar qu'on met chez toi. Puisqu'on va parler ce soir donc, de plusieurs films, puisqu'il y a eu pas mal d'actualités sur des films qui ont fait l'événement prenant pour thème les jeux vidéo. Ready Player One de Papy Spielberg, on va parler de Tomb Raider également, Pacific Rim 2, Uprising. J'aime bien le Uprising, ça va avec n'importe quel titre. Et puis on parlera également des jeux vidéo qui rendent hommage de manière directe ou indirecte à des films ou des filmographies. On parlera notamment des liens de Zelda Breath of the Wild, le tout dernier, avec le studio Ghibli notamment, et puis le genre du survival horror qui fait plus particulièrement peur à beaucoup de joueurs dans le monde et s'y rapporte notamment avec le style horrifique au cinéma. On accompagne tout ça de quiz, notamment évidemment des bandes son de jeux vidéo et de films adaptés de jeux vidéo, des morceaux comme vous avez pu entendre dans l'introduction, sera accompagné, on aura une petite bande son. Alors ils sont pas avec nous aujourd'hui, on les a contactés mais ils sont aux États-Unis donc ils sont pas trop disponibles en ce moment. Ouais. Mais c'est un groupe qui s'appelle Blade Brigade et qui a repris du coup avec l'accent Mega Man 2, une des meilleures bandes son de l'histoire du jeu vidéo. Je pense que là autour de la table on y a tous joué au moins une fois. Ouais. Même Wade qui n'aime pas les jeux vidéo, il y a joué. Et donc cette bande son dont on écoutera quelques extraits, on fera accompagner
comparaison entre la version NES qui était sortie il y a plus de 20 ans avec ces adaptations en rock directement. Nicolas, tu veux donner quelques mots peut-être qu'on te remercie quand même en direct différé à la radio puisqu'on enregistre cette émission le samedi 12 avril. Ouais. Non, 14 avril. C'est pareil. Eh ben bonjour à tous. Alors du coup le magasin il est là depuis combien de temps? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui viennent acheter plein de Playmobil. Il y a des Playmobil Peter Venkman, hein, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, j'ai reçu tout à l'heure. Eh ben écoute, le magasin a été créé par Frédéric Suchet en avril 2007. Et moi je l'ai racheté en juillet 2009. Et donc ça va bientôt faire 9 ans que je suis là. Voilà. Et 9 ans où les fans de jeux vidéo peuvent venir de l'autre côté d'Orléans. Ils peuvent venir du côté sud. De tous côtés. Voilà. Il n'y a pas que Orléans ensemble qui existe. Côté sombre de la force. Voilà, c'est le côté obscur d'Orléans, mais il y a aussi C'est vrai. beaucoup de jeux vidéo et il y a notamment vraiment pour le coup pour tous les fans. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a également du film. Et Ouais, exactement, ouais. Je fais jeux vidéo, DVD, Blu-ray, manga, figurines. Et des jouets. Voilà. Ouais, jouets plein. Alors il n'y a pas encore les massages, hein, mais c'est en projet apparemment. Oui, je vais recruter, je vais lancer un truc de recrutement là, et puis je vais d'abord tester, puis je vous tiendrai au courant après. On vous donnera l'occasion, hein, ça sera avec un grand plaisir. On va commencer directement, la conversion, de toute façon tu joueras avec nous, hein, on fera plein de quiz pour tester tes compétences Et professionnelles. on a aussi un spectateur quand même qu'il faut Ah bah présenter, ouais. on en a un. Alors tu vas applaudir mais très fort. Bon, on va appeler nos potes. Allez, on va commencer avec un petit son. On va commencer justement avec le film qui fait événement et qui un peu nous a donné l'idée de refaire une émission après celle de l'an dernier qu'on avait enregistrée à Pithiviers. Ready Player One de Papy Spielberg. On doit avoir un bout de la bande son qui traîne. Répète, on doit avoir un bout de la bande On son. doit avoir un bout de la bande son qui traîne dans notre base de données pour que justement on puisse évoquer ce film. Ça vient de loin. Trop près des micros, donc du coup la recette c'est un peu chiant. Il n'y a nulle part. Sinon le reste ça va, ça passe. Nulle part. Comme ça. Sauf Ouais, mais même, ouais. Ça reste vachement près. Hein. Voilà, t'es narcisse, c'est ça, tranquille. Je l'ai tourné. Je l'ai tourné. Ouais, ça va. Méchant quand même. Regarde, je l'ai tourné. les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tu le sens ça? Oui, c'est le seul endroit où j'ai Mon mari, ça a l'air d'un enfant. Comment se fait-il qu'il soit en fait? Alors ça se passe pas à Marseille, hein, parce qu'on entendait un petit bout de son qui était plutôt sympa. Là, Oui, non. ouais. Mais on a justement Steven Spielberg qui se lance dans la production de films, évidemment, alors dans les jeux vidéo. Il réalise directement ici, hein, puisque par Amblin notamment, de près ou de loin, il y a eu cette nostalgie des années 80 dont on va parler, qui remet évidemment au goût du jour les jeux vidéo et leur adaptation au cinéma. Mais ici, Ready Player One, le fait que Steven Spielberg, avec toute la filmographie qu'on lui connaît, bon, qui est extraordinaire, même s'il y a eu des hauts et des bas comme dans toute filmographie, le fait qu'il vienne lui adapter un univers en parallèle dans un titre qui évoque directement les jeux vidéo des années 80, qu'est-ce qu'on peut en dire sur la façon dont un grand cinéaste va légitimer le recours aux jeux vidéo? Parce que jusqu'à maintenant, alors on va en parler entre nous, hein, mais jusqu'à maintenant on peut dire que beaucoup de cinéastes qui ont adapté des jeux vidéo au cinéma, c'est pas forcément des grandes vedettes. Pas Hein. très heureux quoi. C'est pas des Martin Scorsese, hein. Et puis pour l'instant évidemment c'est pas très heureux. On peut citer quelques exemples avant de parler de Spielberg. Ah bah, c'est pas très heureux, il y a des films qui vont être à découvrir dans le quiz, donc je vais pas déflorer un peu les choses, mais il y a, Des fleurs. on peut commencer par les plus mauvais. Allez. Il y a eu Doom, il y a eu Postal, c'était quand même assez affreux. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. De manière assez large, c'est vrai que le conflit souvent qu'on avait évoqué l'an dernier entre jeux vidéo et cinéma, c'est l'action. C'est-à-dire que le cinéma, on va être passif, et puis dans le jeu vidéo, on va être acteur. Et donc le conflit qui est quasiment insoluble, la quadrature du cercle, c'est de rendre quelque chose d'acteur quand on est dans un jeu vidéo qui est totalement, je dirais, antinomique, si je voudrais faire un mot de 4 syllabes, pour le coup et pour l'émission. Tout à fait, mais mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Tout à fait. Franchement, la question, tu as donné la réponse. Je vais relancer avec des mots moins compliqués. Moins peut-être. compliqué. Voilà, alors pour parler du film de Spielberg, je l'ai vu mardi soir et je dois t'avouer que je m'en souviens très peu. Et ça, c'est quand même voilà, c'est un point assez sensible. Quand on se dit ça, on se dit que si un film ne reste pas un petit peu dans la mémoire, c'est que ça n'a pas trop marché. Alors l'histoire, rapidement, le pitch est assez simple. C'est un jeune homme qui va dans un monde virtuel. Il doit trouver dans cet univers virtuel 3 clés qui le mèneront à un trésor
ils l'ont appelé l'Easter egg évidemment. L'Easter egg, c'est l'œuf de Pâques. C'est toujours une référence cachée par les développeurs dans un jeu. Et dans les films également. Dans les films aussi, dans un jeu pour voilà un petit truc en plus dans le jeu. Du coup, ça lui permettra de contrôler le jeu, d'en faire ce qu'il veut et de gagner en plus 500 milliards de dollars, ce qui est plutôt bien pour la fin du mois. Ça peut arrondir les fins, effectivement. Du coup, en fait, Spielberg, on sent que c'est sa patte, déjà. Donc déjà, c'est propre. On sent qu'il y a du budget. Mais pour le coup, le fait qu'il y ait du budget, je trouve que ça aseptise beaucoup le film. C'est-à-dire que toutes les scènes où il pourrait faire quelque chose de vraiment puissant, un film de science-fiction où il pourrait dénoncer des choses assez intéressantes, comme le fait que les adultes qui ont 50, 60 ans jouent à ce jeu aussi, ce qui va arriver. Voilà, ça va arriver, ça va être nous, voilà, nous dans 20 ans, on aura des petits-enfants et on jouera à des jeux vidéo, ce que nos parents ou nos grands-parents auront jamais fait. J'ai déjà essayé de faire jouer ma mère à Mario Kart, je m'en suis toujours pas remis. C'est difficile. Elle non plus d'ailleurs. Si, moi la mienne c'est plutôt bien parce qu'elle penche la manette en même temps. Mais c'est toujours très positif dans le film. Alors qu'il pourrait montrer ça de façon assez négative, le fait que ce soit une vraie drogue, parce que ce qui ressort quand même, c'est que personne ne travaille, ou on les voit pas travailler, et éventuellement le travail peut gagner de l'argent peut se faire à travers ce jeu, un peu comme, je sais plus, c'est pas le deuxième monde que ça s'appelait? Si, tout début, tout début d'Internet, Second Life. Ah oui, voilà. c'est vrai. Un peu comme ça, où il y avait des gens qui avaient essayé de monter des business à l'intérieur du jeu avec une monnaie virtuelle, et puis on se faisait rétribuer beaucoup sur avec de la monnaie réelle. Voilà. Et qui se fait encore sur les jeux en ligne. Ouais, ça arrive beaucoup, notamment avec tous les joueurs en Chine qui se relèvent pour ce qu'on appelle farmer, à obtenir des objets dans un jeu et les revendre en monnaie réelle ou virtuelle sur le net. C'est vrai que pour le coup, on rentre directement de plein pied dans le monde. Ça c'est dit, mais c'est pas montré. Il y a toujours un aspect positif à cette démarche. Alors que tout le monde a un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Ils n'ont plus de relations vraiment humaines, plus personne ne se touche. Ça c'est quand même une grande tendance depuis 20 ans dans les films. C'est pas plus mal. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Je sentais bien que Wade allait rajouter quelque chose. Alors, pour parler du film, visuellement c'est très étonnant. Il pourrait presque concourir... il en a parlé d'ailleurs Spielberg à une récompense d'animation parce que il y a, sur 2h20 de film, il y a presque 1h30 d'animation. Ouais. Donc c'est étrange, ça peut peut-être faire un film qui porte la première pierre sur d'autres expériences comme ça. Bon, le film marche très très bien à l'heure actuelle au niveau du box-office. Les premiers chiffres montrent bien qu'il y a un vrai effet d'entraînement et qu'il y a plutôt des bons effets positifs jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on en parle justement aujourd'hui. Par contre, le film c'est étrange parce qu'il vise quand même les quarantenaires, ceux qui ont joué vraiment à ces jeux des années 80. Et finalement, l'histoire est très adolescente. Ouais. Voilà, assez du type young adult, le labyrinthe, Hunger Games, ce genre de choses. Et fatalement, voilà, ça a fait. Le héros qui se construit avec son aventure. Voilà, c'est ça, ça affadit beaucoup le propos, je trouve. Ouais. Alors après, il y a un côté fan service qui est pas déplaisant. Alors le fan service pour nos le qui ne parlent pas anglais. Le fan service, c'est mettre mettre beaucoup de références, soit dans un jeu, soit dans un film, qui seront compris que par une petite partie de la communauté. Alors généralement, c'est la communauté des joueurs. Des joueurs, ouais. Donc évidemment, voir apparaître un personnage de jeu auquel on a joué dans un coin de l'écran, on se dit waouh super, là tu as vu c'est tel personnage, là tu as vu c'est Megaman, là sous une sorte de clin d'œil. Je sais pas, je trouve que dire que le film est fan service, c'est un peu une évidence en fait, parce que le bouquin l'était déjà. Mais dire aussi fan service un peu limité, parce que finalement il aurait pu nous montrer d'autres choses, Bah oui. mais on sent que il y a des droits. Il y a des droits, on peut pas nous montrer n'importe qui. Je m'y attendais beaucoup. Voilà, on nous montre Batman, mais où est Spider-Man? Ouais. Voilà. Bon, on a très bien compris que voilà, c'est pas la même boîte qui possède les droits. On sent que c'est toute l'écurie Warner qui est dans le film. Effectivement, il y a l'impression qu'il y a la moitié. En gros, il y a la moitié de la culture geek qui est dedans et pas l'autre. Donc c'est soit on met rien, soit on met tout, de mon point de vue.
Il y a l'idée en fait, c'est est-ce que Spielberg il est opportuniste ou visionnaire face aux tendances des prochaines années? Opportuniste parce qu'il y a une vraie nostalgie des années 80 en ce moment qui fait que tous ces jeux des années 80 et cette façon de jouer est en train de revenir à part entière. Mais est-ce que pour le coup, on peut aussi parler de visionnaire dans le sens où on essaye d'estimer, d'imaginer, en dehors des âneries que fait Walid dans mon dos, mais aussi par radiophonique, il y a aussi peut-être une réflexion un peu plus large sur au sens large, les rapports entre jeux vidéo et cinéma qui ont tendance de plus en plus à avoir un avenir en commun finalement. Pour l'instant, là, ce film, pour l'instant, c'est plus à la surface pour moi que c'est indiqué. C'est plus un décor, j'allais dire, c'est presque plus une skin. Ouais, pour parler, c'est pour parler tout vraiment, à fait ce que j'allais dire. En fait, je pense qu'on peut pas dire que que Spielberg soit visionnaire pour le coup, parce que c'est une tendance qui est en fait qui est très actuelle et qui a déjà presque une dizaine d'années. Mais c'est surtout le fait de planter, comme tu disais, un décor, et ce décor il reste fondamentalement juvénile. Du coup les joueurs des années 80 restent toujours un peu en retrait comme ça par rapport à ce genre de production. Est-ce que du coup ça rappelle des scripts des jeux vidéo qui ont eu tendance dans les années 90 à être relativement plats, moins ambitieux en dehors de quelques exceptions, dans les années 80-90 où c'est vrai qu'on a les jeux légendaires qui nous entourent là tout autour de nous, Megaman, Zelda, finalement les premières versions des scripts, c'est une aventure tout à fait basique qui est pas véritablement creusée à l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a un peu cette espèce de syndrome, je crois que c'était de la 8e génération où on a des jeux qui sont vraiment très très beaux, et puis finalement au niveau du gameplay ça suit pas, et on teste un jeu, 2 jeux, 3 jeux, et puis finalement la génération elle en a souffert parce que les joueurs se sont tournés vers les jeux indépendants où il y avait plus de challenge, moins de graphisme. Et je pense que en fait, à propos de ce cinéma, j'ai un peu le même a priori. Je pense qu'il y a une forte tendance, les gens vont se lancer dedans effectivement. Et en fait, il va y avoir, comme dans tout, il y a un grand marché et il y aura une contre-culture qui va se former à partir de ça, et les gens vont s'engouffrer dedans. Avec plaisir. Non mais c'est ça, et quand tu parles de graphisme, de choses comme ça, c'est exactement ce que ça m'a fait penser. Le film, je me suis dit, mais quel film on aurait vu s'il avait fait ça il y a 20 ans ou 25 ans. Il n'aurait pas eu le même budget, il n'aurait pas eu du tout l'appui de l'ordinateur. Là, il peut mettre la caméra où il veut, sans que finalement elle ait vraiment de point de vue, alors qu'il aurait été obligé de choisir. Dans les années 80, un peu comme ce qu'il a fait avec les Dents de la Mer, où il racontait que il voulait montrer beaucoup plus le requin, mais ça ne fonctionnait pas parce que visuellement les effets n'étaient pas possibles, donc du coup il a dû trouver des subterfuges. Mais c'est ça, et tu le disais tout à l'heure, c'est que sur 2h20 on a 2 heures de film, et 2 heures de film qui sont en film d'animation. Et moi, c'est peut-être ce que je reproche un petit peu à ce cinéma, alors que je suis relativement fan du cinéma des années 80, c'est que dans les années 80, il y a une vraie composante à faire avec les moyens de l'époque, etc. Il y a une espèce de créativité qui doit rattraper en fait ça. Et à l'image, ça se voit, parce que du coup, on tombe sur des effets qui sont pas visuels, mais qui sont des effets de mise en scène. Et je trouve que ces effets de mise en scène, ils ont tendance à se perdre quand on peut tout se permettre, justement, avec des films comme récemment. Et du coup, l'essence créative qui manque dans ces films-là. Et on a l'impression de retrouver un espèce de gloubi-boulga de scènes très bien faites, mais finalement pas si intéressante que ça. Qui manque un peu d'âme, quoi. Exactement. Et donc du coup je reviens maintenant avec un peu plus de recul avant qu'on passe à un premier quiz, puisqu'on va quand même tester nos compétences numériques notamment. Je reviens à ma question de départ. Est-ce que vous pensez qu'un grand cinéaste, pour le coup renommé internationalement, peut apporter ses lettres de noblesse à l'univers des jeux vidéo au sein du cinéma, sous-entendu maintenant avoir une vraie production soignée, qui est respectueuse de l'environnement des jeux vidéo comme des joueurs, même si c'est un grand écart qui est souvent difficile à respecter, quoi. Je sais pas, je suis un peu sceptique là-dessus, parce que quand on fait un film avec autant de budget, il faut viser le public qui va aller au cinéma. Et du coup, on se retrouve avec des films qui doivent plaire à tout le monde. Donc ils ont moins de points de vue, ils sont forcément plus aseptisés. Je pense que
si un film doit sortir du lot, ce sera fait par un indépendant et qui se réappropriera des choses, des techniques de cinéma plus anciennes et qui en fera quelque chose de plus actuel. Et effectivement, ça relancera une mode, ça arrivera. Comme la mode des super-héros fin des années 90. Il a fallu que ce soit des gens vraiment fans de comics qui le mettent en branle pour qu'après, évidemment, ça devienne une industrie. Oui, tout à fait. C'est une émission spéciale cinéma et jeux vidéo. Oui, ça tombe bien, parce que si on avait fait cinéma et musette, on se serait un petit peu trompé. Bon, en Je suis tout cas, déçu. on est déjà en train de pas mal discuter de jeux vidéo. On va avoir d'autres thèmes, parce que là on vient de parler de Ready Player One qui est en salle. On espère que ça vous donne envie de le voir pour le coup, puisque ça vise large en tout cas, ça permet de faire parler ces films-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc dans le monde, tout le monde se Ça marre. vise large, ça vise très large. Et pour le coup, on va notamment avoir un premier quiz aujourd'hui. On va s'amuser, on vous en a préparé quelques-uns, notamment Thomas qui a beaucoup travaillé sur ces quiz. Beaucoup non, mais j'ai essayé. T'as essayé. Écoute, on a Essayé. quelques sons qu'on va pouvoir écouter, puisque tu vas nous parler notamment d'un cinéaste absolument génial qui a adapté beaucoup de jeux vidéo. Le meilleur. Alors j'allais dire Le meilleur. le meilleur, celui en tout cas qui en a fait le plus. Oui. Comme disait Rocco. Ouais, voilà, comme dire un petit peu plus, je voulais quand même. T'as vu, Zero comme Megaman, ça donne ça. Hein. Oh purée, non. Parce qu'aux États-Unis, c'est Rockman Megaman. Donc il y a des mecs, ils ont fait Rockman avec The Rock. Avec la tête de The Rock. Ok, c'est bon. Allez, on y retourne. Bon. Aïe aïe aïe. Hein? Les cocktails impossibles. C'est ça. Paris-Bordeaux-Tulle. Paris-Bordeaux-Tulle. Alors Thomas, tu nous as préparé des sons. Des petits sons C'est vrai de qu'avec un jeux tapis vidéo. comme ça me fait plaisir. Ouais, ça fait envie, hein. Attends, mais c'est directement extrait de la bande son de Megaman. Hein, qui nous Alors moi accompagne en permanence. j'ai envie de vous faire découvrir un réalisateur. On peut dire le pire cinéaste du monde après Bernard-Henri Lévy. Ah, c'est vrai que Bernard-Henri Lévy, il a connu que 2 ou 3 films, je crois. Un seul, mais ça suffisait. Un seul? Il me semble, mais Ah j'ai oui. pas vu, hein. Ouais. Laisse-nous tranquille. Il y a Yann Moix, c'est aussi son disciple qui a fait qui est pas mauvais aussi en cinéma. Mais c'est deux très mauvais cinéastes, on a un inconvénient, ils n'ont jamais adapté de jeux vidéo. Et C'est vrai, c'est vrai. Voilà. on est dans cet univers-là. Alors moi j'ai envie de vous faire découvrir par une petite citation que j'aime bien. Alors qui a déclaré « Un point dans la gueule, c'est le meilleur moyen d'aimer mes films ». Ça c'est Uwe Boll. Voilà. Le grand Uwe Boll, un réalisateur allemand, qui est surnommé The Master of Error. C'est où tu l'as trouvé? The Master of Error. Ouais, donc C'est plutôt sympa comme On peut peut-être traduire le maître de l'erreur. le maître de l'erreur, voilà exactement. C'est un des derniers tâcherons indépendants. Tâcherons le mot est faible. Hein. Ouais, parce que en fait il est bien aidé par des systèmes. Il était bien aidé dans les années 90 et vraiment début 2000 par des systèmes de financement de films européens qui sont un peu permissifs. J'ai découvert un des pires cinéastes de l'histoire de la planète, qui a adapté, qui a eu le bonheur d'adapter des jeux vidéo. Ah, il a eu le bonheur, je sais pas si Alors, pour lui, Pour lui, voilà. c'est pas un bonheur c'est peut-être partagé. pas le bonheur pour nous. Mais, voilà. Et il a eu la chance d'adapter il a fait 10 films qui sont des adaptations de jeux vidéo. Donc c'est probablement celui qui a adapté le plus De jeux vidéo en de jeux vidéo en film. Alors, qui a déclaré, c'est la pose bien, un point dans la gueule, c'est le meilleur moyen d'aimer mes films. Jean-Pierre Mocky. Et pourquoi il a dit ça d'ailleurs? Jean-Pierre Pernaut. C'est parce qu'il me semble qu'il est, en fait, c'est un ancien boxeur professionnel. Voilà, et il a même invité des critiques de ses films à venir en discuter sur un ring. Et alors, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait caché qu'il était Bah oui. ancien boxeur. C'est plus drôle comme ça. On est en train de parler du mythique Uwe Boll. On parle Bravo. Bravo Uwe, si tu nous écoutes. alors, on parle d'Uwe Boll, un Et en réalisateur jeu allemand plateau, vous avez quoi de qui, à part Rayman ou des trucs comme qui a réalisé, alors en dehors de cette voilà. dizaine de films dont j'ai parlé, après vous allez devoir les deviner. Qui a réalisé donc une dizaine de films, qui est bien aidé par un système de financement européen et allemand un peu pas permissif, mais qui est basé quand même beaucoup sur l'avance. Et effectivement, en plus il était dans une période où l'adaptation de licences de jeux vidéo, on pouvait les acheter pour pas grand chose.
Maintenant, les gros, Ils sont assez prudents maintenant. les gros studios de jeux vidéo sont assez prudents sur. On peut Effectivement, même citer la réaction éloquente d'Ubisoft, qui est producteur de la franchise d'Assassin's Creed qui a été adaptée au cinéma. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas initiés, qu'est-ce que vous faites sur notre radio déjà? Et ensuite, alors sur la blague à part, Assassin's Creed c'est l'histoire en fait, d'un personnage qui va retourner grâce à une mémoire soi-disant présente dans les gènes, revivre les antécédents, le vivre de ses ancêtres. Et donc Uwe Boll, en grand fan de jeux vidéo, voulait adapter ce jeu vidéo et a demandé les droits à Ubisoft, qui lui ont répondu de manière très gentille. Demandez à quelqu'un d'autre. Demandez à quelqu'un d'autre. Déjà pourquoi vous nous demandez. Et ensuite ils ont dit que vous n'étiez pas compatible avec notre univers. Donc en gros vous n'êtes pas suffisamment bon pour l'adapter. C'est joliment dit. Mais en fait, Uwe Boll, c'est tout à fait le genre d'erreur un peu à la Ed Wood. En fait, c'est le mec qui est arrivé opportuniste au moment où il fallait pour profiter d'un système. Il me semble Ed Wood avait fait la même chose, il présentait des scénarios finis et il les vendait à des boîtes qui produisaient des films à la chaîne et ça fonctionnait, il avait les financements. Ça dit long sur la passion qu'on peut avoir quand on fait du film, sans forcément avoir le talent qui est nécessaire pour le film. Alors, en plus, Uwe Boll, c'est une personnalité assez folle. Il se met généralement à insulter un peu tout le monde. Donc, c'est plutôt rigolo à suivre. Donc, effectivement, on reparle de ce combat de boxe. Il avait invité toutes les critiques professionnelles, même amateurs, à venir régler leur conflit. Et là, il parle d'un jeu, le seul dont on va parler pour l'instant, Postal. Ouais, Postal. Un film complètement déjanté. Le jeu déjà, il est pas mal. Voilà, le jeu, c'est déjà un jeu assez malade. Mais il faut prendre ça avec un troisième ou un quatrième degré. Et effectivement, on s'amuse beaucoup. Bon, alors on s'amuse pas sur des sessions très longues. Moi, je me rappelle quand je jouais à Postal, un jeu terriblement politiquement incorrect, avec beaucoup de torture sur animaux, ce genre de choses. Alors si on prend ça à la légère avec un second degré, c'est très drôle. Si on le regarde au premier degré, on est horrifié. Et Uwe Boll, lui, il a essayé de faire un film pareil, sauf qu'il a laissé son mauvais goût et son premier degré prendre la place sur l'essentiel second degré qu'il y avait dans le jeu. Et ça rend un film complètement malade. You like that? You're doing a great job! So retarded. You know, me and spelling and all. That it will push you over the edge. Sorry. What's the matter with you? What the hell is wrong with you people? Jihad! Yeah! You've got to be kidding me. Don't get advanced now, please. What's the problem? This spring, it's time to go postal. Uwe Boll may be an infidel, but he made a very funny film. Un point pour celui qui donnera les titres des 10 films adaptés par Uwe Boll. Alors, un point pour chaque titre. Un point pour chaque titre. Toute notre affection à celui qui trouve voilà. les 10. Alors un petit, voilà, Postal on l'a déjà évidemment. Oui. Un petit en plus pour dire que il y a 4 suites dedans. D'accord. Ok. Donc il y a 6 films originaux plus 4 suites. On va proposer à Ben, en tant que grand gamer et on vient de dire représentant les symboles du jeu vidéo sur Orléans et la moitié sud de la France, de participer à ce quiz pour nous, évidemment. Ah non, franchement, je pourrais pas. Même pas un. Alors à part Postal, je me souviens plus. Alors, il y a un film avec Christian Slater. Il faut essayer de dire déjà si Uwe Boll choisit bien ses acteurs. Christian Slater. Non, comme ça là de tête, je sens. Alors, Dead of the Dead. Je les ai House of the Dead. House of the Dead. Dead of the Dead, n'importe quoi. House of the Dead, excellent. Un film, un jeu vidéo qui était un jeu arcade. Ouais, un jeu arcade. Avec des pistolets factices. Oui, où on devait tirer sur l'écran, un peu comme les jeux Duck Hunt sur NES. Les jeux avec un accessoire en plus. C'était plutôt sympa à jouer. Ouais, effectivement, on n'a pas une manette, mais un accessoire qui ressemble à un pistolet. C'était plutôt assez drôle à jouer. Ouais. Je me rends compte qu'il adapte ce type de jeu quand même. Alors pas de points.
Bon, j'en ai mis un Florian, quoi. Il m'a pas Ouais, aidé. Florian était presque bon. Alone in the Dark. Alone in the Dark. Avec Christian Slater. Ça, je l'ai pas du tout vu. Eh oui. C'est un jeu absolument génial, hein, Ouais. qui, comme son nom l'indique, Un jeu fait français. un petit peu peur, tout seul Oui. dans le noir. La traduction n'est pas forcément fantastique en français, mais c'est vrai que c'est un jeu hautement important, puisque tout à l'heure, de toute façon, on a prévu d'en parler, on peut même commencer maintenant. C'est un peu dans le genre du survival horror, où il y avait une sorte de maison, de lieu directement que vous devez, dans lequel vous devez déambuler, pour utiliser un verbe du Moyen-Âge, et vous devez directement aller remplir des missions avec dans un temps imparti, mais en général, de manière à être relativement. On a des personnages qui sont relativement, je dirais, fragilisés, qui sont directement menacés. Ils n'ont pas d'armes en général, très peu en tout cas. Ouais, ils sont souvent dans un statut de faiblesse en fait, ces héros-là. Ouais. Et ce qui amène du coup, c'est cette transmission De tension. de tension au joueur directement qui va être confronté à cet événement-là. Et c'est très intéressant du coup de l'aborder parce que c'est repris ce genre-là, et puis c'est très transgressif vis-à-vis du cinéma d'horreur. Il y a eu beaucoup d'adaptations dans le genre survival horror au cinéma qui marchaient plutôt bien d'ailleurs, et c'est souvent là où il y a eu des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. Alors je citerai à voler par exemple Silent Hill. Silent Hill qui est une très très bonne adaptation, je trouve. Pour moi, personnellement, Gantz, je trouve que pour c'est le la premier. meilleure. Ouais. 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 Silent Hill, le nom du Christophe Gantz. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile pour le coup de reprendre cet univers-là et de l'adapter en survival horror, puisque le principe, et du coup je vous interroge au milieu de ce quiz, je trépigne au milieu du quiz de tout à l'heure. Vous l'avez vu le film pour le coup? Oui. Non, moi j'ai pas vu. Ouais, Silent Hill. Ouais. Je l'ai vu. Ah oui, bien vu. Est-ce que tu t'en es remis? Ah ouais, c'était génial. J'attendais un 2, mais il n'y a pas eu de 2. Si, il y a eu un 2. Ah merde. Il y a eu un 2, mais c'est pas Christophe Gantz. Ah donc. Alors Ben, pour l'avoir vu, y avoir joué peut-être sûrement. Oui, en fait j'ai fait pas mal d'épisodes de la série parce que Silent Hill c'est un jeu, oui effectivement, mais c'est une série de jeux en fait. Ouais. Il y a eu le Silent Hill 1, 2, 3 et après il y a eu des opus un peu spéciaux qui traitent d'éléments particuliers dans le scénario global. L'intérêt ici, c'est de retranscrire une atmosphère, un itinéraire. Et Voilà. est-ce que le cinéma, vous le sentez capable, avant qu'on retourne à Overball, est-ce que vous le sentez capable de retranscrire, je dirais, cette carte, ce territoire et la carte, comme souvent les théoriciens analysent le jeu vidéo, notamment quand ils parlent de Zelda par exemple. C'est-à-dire l'idée qu'on parle d'un itinéraire et puis que le cinéma va essayer de retranscrire ce qui passe dans la tête d'un gamer, d'un joueur. Je pense que c'est tout à fait possible, après je pense que ça dépend des jeux. Pour le coup, Silent Hill s'y prête assez, puisque dans le jeu original, on a déjà une construction qui est assez cinématographique, on a des personnages qui sont bien construits en fait, qui ont une complexité mentale, etc., dont on peut se resservir en tant que matériel film. Matériel cinématographique, pardon, et du coup, la transition, je pense qu'elle n'était pas si dangereuse à faire sur Silent Hill. Après, il y a des éléments du jeu qui sont peut-être plus difficiles à reprendre dans un film, parce que dans ce genre de jeu, c'est beaucoup d'errance au sein du smog. Le smog, c'est l'espèce de nuage impénétrable Dans lequel il y a des fantômes, dans lequel il y a des fantômes, le héros. exactement. Et là, du coup, il s'en est, je trouve, vraiment bien sorti. Non, en fait, je trouve que Silent Hill, tous les éléments en fait, prépondérants à la fabrication d'un film étaient déjà présents dans le jeu. Oui, Et ça aurait du pu coup, parfaitement être un script de en fait, ça cinéma. aurait pu être un script de cinéma. D'ailleurs, je pense que c'est le cas en fait, parce que quand on voit Silent Hill, le premier Silent Hill, c'est plus ou moins une adaptation de l'échelle de Jacob en fait, qui est un film. Et du coup, il y a toujours cette espèce de jeu de questions-réponses entre le cinéma et le jeu vidéo. Ça fait penser à la série des Resident Evil, Resident Evil aussi. c'est un peu le même type de... Le même credo. Ouais, exactement la même chose. Mais il y en a une, un bon paquet, beaucoup pour... On parlera tout à l'heure de ça. Effectivement. On va avoir l'occasion de Alors, rebondir je finis pour en Allemagne. Pour mon ami Uwe Boll. Alors, un petit point en plus, il a décidé d'arrêter, là c'est fini. Il prend sa retraite. Après 3 échecs de financement sur des plateformes participatives. Et son dernier message, il s'est mis à insulter tout le monde. Gentiment, alors je vous fais pas voilà, je vous fais pas toute sa logorée parce que bon c'est plutôt drôle, mais allez voir, ça dure 1 minute 30 et il se met à insulter tout le monde. Donc du coup il a fait Alone in the Dark 2, 3, et non, pas lui. Ah non. Et non, il a fait une série aussi, Blood Rain. Blood Rain, ouais. Voilà, Blood Rain 2.
Et mon préféré, Blood Rain, le 3e Reich. Donc là, on sent que voilà, on se dit bon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Blood Rain, c'est un jeu un peu avec des lames. Oui, un peu Castlevania. Oui, c'est ça. Donc on est dans un univers Voilà. plutôt vampirique gothique. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et mais c'est souvent, du coup, on peut rebondir sur des thématiques entre les passerelles jeux vidéo et cinéma, pour le coup, et c'est souvent ces genres-là qui sont choisis pour les premières adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est-à-dire des genres vraiment qui sont emblématiques du cinéma de genre tout court du cinéma. Typique, oui. Et est-ce que du coup, il n'y a pas une sorte de, je vous interroge là-dessus, une sorte de fainéantise souvent des producteurs qui vont chercher des scripts moins chers dans les jeux vidéo, faute de les produire Non, je pense pas forcément que ce soit de la fainéantise, si ce n'est une vision marketing, parce que je pense le but c'est de trouver un public déjà acquis, et effectivement je pense que c'est plus facile dans des univers très marqués. Voilà. Thomas Non, mais tout à je plus sois. Il plus sois. Thomas plus sois, nous sommes très émus de te voir. Alors il reste encore 3 films. Donc il a commis King Rising, qui est l'adaptation de Donjon Siège. Un jeu plutôt sympa, un jeu de rôle plutôt sympa de Microsoft. Il a commis King Rising 2, évidemment, hein, bien sûr. Ah ouais, il est pas resté là-dessus. Voilà. Et enfin, l'improbable Far Cry. Et oui, c'est vrai. Et c'est lui aussi. Oublié. Et c'est là où on a un type de jeu très différent. Très étonnant, ça. On va avoir King Rising. Alors Dungeon Siege, qui est à l'origine de King Rising, c'est un faux monde ouvert en gros. Hein, où vous avez l'impression que vous pouvez parcourir la campagne comme dans le Seigneur des Anneaux, mais vous ne pouvez pas sortir trop du champ. Et Far Cry, c'est l'exemple du monde ouvert tel qu'on peut le représenter, c'est-à-dire que vous avez une carte évidemment avec des limites, mais dans cette carte vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez mourir plusieurs fois si vous le souhaitez, à moins que vous soyez très adepte de la furtivité. Donc à ce moment-là, en tout cas, vous avez une liberté quasiment totale d'action, hein, même si on en parlait tout à l'heure avec Zelda, on a encore franchi un palier là-dessus. Et donc on a deux types de jeux de genre très différents, mais ce qu'on voit aussi par Volbol, c'est qu'il rate en fait systématiquement tous les genres de jeux vidéo qu'il peut adapter. C'est aussi une sorte de fil rouge dans sa carrière. Oui, c'est un homme qui rate tout. Quoi. D'accord. C'est très intéressant puisque dans notre thématique, c'est quelqu'un justement qui légitimise le procès qu'on fait aux jeux vidéo au cinéma. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il est arrivé trop tôt. Il est arrivé trop tôt. C'est vrai. Comme tout à l'heure on disait, il a pu acheter des droits sur des jeux qui ont une bonne cote auprès des joueurs. Les studios vendaient ça comme ça en se disant bon bah de toute façon nous ça nous intéresse pas, on lui vend ça, si on fait un petit peu de sous ça sera bien. C'est du plus. Voilà, et maintenant il commence à réfléchir. Ubisoft commence à réfléchir, à se dire bah, je vais vendre les droits d'Assassin's Creed, on va le faire un peu nous-mêmes, on va regarder, bon alors c'est foiré, bon, ok, mais c'est pas de chance, mais on le fait quand même chez nous quoi. On essaye quoi. On commence à faire venir des grosses stars. Marion Cotillard, qui ne meurt pas dans ce film, qui est plutôt bien. C'est raté. Mais Michael Fassbender. Oui, bien sûr. Voilà, effectivement. Et là, voilà, Je pense que c'est aussi que les studios ont compris qu'il fallait capitaliser sur l'image de marque d'un jeu en fait. Aussi. Donc il n'y a plus l'idée en termes en tout cas de budget pour les grosses productions de jeux vidéo, de sorte de parents pauvres que de jeux vidéo par rapport au cinéma. D'ailleurs c'est souvent fantasmé hein, ces liens vis-à-vis même des créateurs de jeux vidéo qui font des mises en scène, qui vont créer des cinématiques. On va en parler avec Tomb Raider juste après, parce qu'il y a l'idée vraiment d'avoir une sorte de nostalgie parce qu'on n'a pas percé au cinéma ou parce qu'il y a le projet éventuellement d'avoir une adaptation. De plus en plus on voit ces liens se tisser de manière de plus en plus éloquente en tout cas. Je pense que c'était un syndrome qu'on retrouvait vachement dans les années 90 et aujourd'hui qu'on a les moyens de le faire, on voit vraiment cette vengeance sur les personnes qui ont réussi à devenir influents dans le jeu vidéo. Et j'avais joué au dernier Halo et c'est une intro mais qui est impossible au cinéma, c'est incroyable. Et on a plein la tête, et ouais, on sent derrière en fait le créateur qui s'est un peu vengé de pas pouvoir avoir le cinéma et il en fait des méga caisses en fait. Et c'est rattrapé par Fincher avec ce fameux plan d'ouverture qu'on trouve notamment dans Panic Room, avec un fameux plan séquence qui descend une maison entière dans laquelle il va y avoir un cambriolage qui passe même par la lance d'une cafetière. Le cinéma numérique de plus en plus renvoie des clins d'œil de l'autre côté vers l'univers du jeu vidéo. Bon, on va continuer sur ces thématiques-là, les amis. On va s'écouter des petits sons quand même. Là, on avait prévu des petits sons que Thomas m'avait commandés pour qu'on commence des jeux vidéo adaptés au cinéma. Wade là. Effectivement. Ouais, c'est Street Fighter.
C'est le public en folie. Lequel combien Street Fighter. Street Fighter. Mythique Street Fighter. Question subsidiaire. S'amuser un peu. Alors, s'amuser, je sais pas. Quel bagarreur de rue? Alors là, c'est le titre au Québec. Le titre du film, c'est Bagarreur de rue. Ils sont très forts. J'adore. Ah oui, quel bagarreur de rue a eu le malheur de participer à ce naufrage, mais la chance de ne pas voir le résultat? Donc un acteur de Street Fighter 2. Je crois que c'est Bison qui est mort à la fin de. Enfin, l'acteur qui fait Bison qui est mort à la fin. Tout petit peu avant la fin du tournage. Alors c'est un très bon acteur portoricain. Raúl Julia. Ah, tu le dis avec l'accent. Raúl Julia, ouais. J'y étais, là, j'ai fermé les yeux. Non, c'est vrai qu'il joue la scène absolument délirante à l'époque où les jeux vidéo étaient vus vraiment comme des sous-productions à la va-vite, qui étaient tournés un petit peu en enchaînant les tournages de manière un peu quasiment amateur, hein, puisque Jean-Claude Van Damme, je pense qu'il imaginait aller aux Oscars avec ça, mais quand on regarde le résultat, on peut être relativement dubitatif. Il s'imagine aller aux Oscars avec tous ses films. Il y a quelques indices quand même dans le film, quelques répliques qui moi m'auraient mis la puce à l'oreille. Peut-être pas les Oscars. Y a-t-il une réplique qui t'a marqué dans l'œuvre, dans la patte de Jean-Claude Van Damme pour Street Fighter 2? Ouais. Moi, c'est le coup de pied final à Bison et il lui dit bisous, je te zappe. Et il l'envoie. Et en fait, avec ce coup de pied, il envoie Bison dans un mur de télévision. Et ça, c'est. C'est vrai que c'est une réplique parmi tant d'autres. Hein. Je pense que Denjiro peut aller se rhabiller. Bisous, je te zappe. Non, c'est un peu dommage pour Raúl Julia de finir sa carrière sur un film comme ça. Ça aurait été dommage, j'aurais commencé aussi avec ça. Non, il y en a pas mal qui ont commencé avec des films un peu moindres et puis on fait les bons choix après. Mais parce que Raúl Julia, c'est quand même Gomez Adams dans la famille Adams. Oui, effectivement. Non, il a beaucoup de bons films, notamment avec Clint Eastwood. On l'a vu plusieurs fois dans de très bons films et dans de très bons rôles. Effectivement. On va enchaîner avec un autre son pour parler d'autres jeux vidéo adaptés au cinéma. Merci. Ce n'est pas un jeu de combat. Enfin, c'est un jeu, on se fait pas des copains, mais c'est pas un jeu de combat au sens littéral. À noter qu'il y a beaucoup de versions de cette introduction, c'est le premier niveau du jeu. Même des versions rock. Hein, des versions rock qui donnent vraiment. Là par contre, une belle cover. Alors je vais poser la question. C'est un jeu vidéo ultra connu. Ah oui. Emblématique du first person shooter dont on parlait tout à l'heure. Un indice chez vous. Alors je vais vous poser la question. Pourquoi The Rock, je crois. Pourquoi The Rock et surtout Rosamund Pike doivent maudire ce jour du 21 octobre 2005? C'est Florian qui l'a trouvé, il a dit. Oui, c'est Florian. Florian a dit 2 fois Doom. Effectivement. Ouais. Exactement. Sérieux là, Voilà. Ah, oui. C'est pour ça que The Rock, alors le The Rock lui il a les épaules assez larges parce que au sens propre, au sens figuré, parce qu'il tourne beaucoup dans des choses où on se dit il n'y a que lui qui peut faire ça quoi. Hein. Toute la série des Fast and Furious, San Andreas, et là Rampage qui va arriver. Ancien catcheur. Ancien catcheur qui est une autre adaptation d'un jeu vidéo. Il va tourner avec Uwe Boll. Et en plus, on peut citer, puisque là on fait une émission sur le jeu vidéo et le cinéma, son dernier Jumanji, qui est tout à fait ça en fait. Ok, exactement. Oui, voilà, ils ont transformé Jumanji en un jeu de plateau. Un jeu de plateau, au départ, c'est un jeu vidéo. En jeu vidéo, ouais, effectivement. Voilà, avec des vies à perdre, des choses à recommencer, des séquences à refaire. C'est drôle, voilà, au second degré à voir. Bon. Vite fait quoi. On parlait de Doom là, on parle de Rosamund Pike. Là, elle commence par des films plutôt faibles pour terminer dans des rôles à Oscar assez puissants, prestigieux. Ouais. Gone Girl qui est très fantastique. Voilà. Donc là. N'oublions pas, effectivement, tous les grands acteurs à un moment donné ont dû payer leur nouille à la fin du mois. Allez, une petite bande-annonce, on va enchaîner. On va notamment parler de Tomb Raider, qui est un jeu vidéo qui est de plus en plus devenu du cinéma, et on va en parler tous ensemble, avec notamment la bande-annonce du film qui va mettre en scène notamment Alicia Vikander, actrice suédoise. J'ai cru revoir papa. Je crois que je deviens folle. Lara, ton père nous a quittés. Il arrive un moment où il faut se demander qui on est et qui on est supposé devenir. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce serait une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Qu'est-ce que tu fais ici, Lara? 7 ans que
cette île. C'est ton père qui m'a cloué ici. Maintenant, je vois la ressemblance, l'intelligence, la témérité. Avant de 96 peut-être. 96 pardon. 98 c'est le 2 je crois. Ouais, c'est ça. Et donc qui met en scène Lara Croft qui recherche des trésors dans des tombes, dans des lieux un petit peu comment dire mythiques. Oui, une sorte d'Indiana Jones mais sur une monnaie. Exactement. C'est vrai que la première version du personnage est, comme on l'avait évoqué dans l'émission, très sexualisée avec une poitrine opulente et absolument pas correspondant à ce qu'on pourrait imaginer. Ah ouais. Ah, on met pas ici. Hein. Donc je refais l'annonce ? Non, c'est bon. Allez, nickel. Une belette sur ton. Attends. J'adore Semblant parce que c'est un personnage que j'ai accepté tout de suite quand on m'a proposé de refaire la voix française de Lara Croft. J'adore Semblant parce que c'est un personnage j'ai pas eu l'occasion encore de jouer un personnage comme ça, c'est déterminé, en même temps sur cette opus-là, un vrai background émotionnel. Ah oui, c'est pas. Moi je pense que c'est la première. Oui, je me dis, mais elle parle pas quoi. Ce personnage-là est vraiment différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Très peu, mais. J'ai pas fait de film d'aventure encore, de thriller. Il n'y a pas eu un personnage qui a autant de profondeur. Je ne suis pas ton ennemi. C'est intéressant parce que là on entend une actrice, donc en l'occurrence Alice David, qu'on a notamment vu dans quelques films, et dans Bref par exemple, qui parle de son personnage donc totalement numérique comme un personnage qu'elle va jouer au théâtre. Et c'est aussi là-dessus que je voulais vous lancer, c'est qu'on l'entend parler, c'est un personnage très intéressant, très fouillé, qu'on doit interpréter. Là on voit vraiment, on sent un peu vieux quoi, quand on voit des acteurs qui vont doubler des personnages de jeux vidéo et parler de cette façon-là. Peut-être. Oui, après Lara Croft, très profond, je sais pas. elle allait pas dire que c'est nul, mais bon, je la comprends. Elle vend son pain, mais je sais pas. Je suis un peu dubitatif. Là, on est dans le jeu, un des tout derniers qui est sorti il y a 2 ans, Rise of the Tomb Raider. Justement, on va remonter aux origines du personnage. Bon, alors, une figure paternelle qui disparaît, il faut la retrouver, aller fouiller des tombes et piller des reliques, hein, puisqu'on est plus dans le domaine du pilleur de reliques que de l'archéologue au sens propre. Je fais un petit peu exploser des sites historiques sans mettre de la rubalise partout, mais bon, sinon c'est un jeu vidéo, donc on va prendre un peu d'entorse avec la réalité. Mais pour le coup, il y a quand même cette mise en scène et cet aspect-là qui est très travaillé, à tel point que maintenant, quand on voit des fans vouloir se déguiser comme des personnages de jeux vidéo, ils vont travailler leur maquillage comme on vous ferait pour imiter des acteurs très célèbres. Donc d'un point de vue technique, on voit bien qu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure avec le cinéma numérique, on est en mesure de faire ce qu'on veut, quoi. Et ça peut être aussi fascinant au niveau du jeu vidéo de recréer des personnages au sens large qui correspondent également à des actrices. Je vais vous laisser évidemment la parole, mais le personnage dont elle parle, Elisabeth, qu'elle double, c'est le sosie de Alicia Vikander qui incarne Lara Croft dans le dernier film live. Oui, ce choix-là, il est fait effectivement pour que ça fonctionne. C'est assez étrange de voir l'affiche de Tomb Raider, le film. Et on peut se dire que c'est la jaquette du jeu. Ouais. Et évidemment c'est un bon aspect des choses. Après c'est pas trop compliqué de faire ça sur Tomb Raider. Je veux dire bon, il y a pas de le film a tellement été les 2 adaptations précédentes ont tellement été vilipendées que à la limite on pouvait pas se planter quoi. C'est vrai que les 2 premiers étaient relativement légers, c'était l'âge qu'on évoquait tout à l'heure où les productions de jeux vidéo vers le cinéma étaient vraiment pour faire du cinéma popcorn au mieux, hein, et on n'était pas dans l'idée de faire des vrais films, au moins au sens noble du terme, même si dans des domaines comme le film d'action où on vise le plus d'entrées possible. Mais justement, moi, ce lien-là me montrait vraiment pour le coup en tant que joueur et puis spectateur qu'on passe vraiment à un nouvel âge. Il y a également une autre dimension là-dessus sur laquelle je voulais vous interroger, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de Rise of the Tomb Raider ayant vu le film qui disent tiens, on revoit dans le film des cinématiques du jeu vidéo. Donc là, c'est quand même assez nouveau de voir quand on adapte un jeu vidéo au cinéma, qu'on reprend des scènes telles qu'elles ont été tournées pour le jeu vidéo, quoi. Mais je pense que ça c'est une vision encore une fois marketing, c'est que on le sait, les gens sont assez friands de tout ce qui est production sériale. Donc c'est une volonté de prendre des images du jeu, de les remettre, sachant que le public aura sans doute joué au jeu.
Voilà. Et je pense que c'est une manière, comme on disait tout à l'heure, de passer de la pommade aux joueurs en fait. Ouais, de faire c'est pas inintéressant. Ouais. Exactement. Voilà. Je trouve que c'est pas inintéressant dans le sens où si effectivement on est vraiment fan de Tomb Raider, retrouver approximativement ce qui s'est fait chez soi au cinéma, ça doit être assez plaisant. Mais bon, je sais pas dans quelle mesure ça peut apporter créativement quelque chose. Thomas ou Ben, évidemment, tous ceux autour de la table, quand on est joueur et qu'on est justement dans deux types de jeux qui est devenu Tomb Raider aujourd'hui, à savoir un jeu dans lequel vous avez la sensation d'avoir une liberté totale avec des paysages à perte de vue, mais effectivement vous êtes dans un univers relativement étriqué, vous pouvez pas trop vous éloigner de ce qui est prévu par les développeurs du jeu, un jeu qui est également dopé à la cinématique. Est-ce que ça peut pas être frustrant d'avoir parfois la sensation de jouer des cinématiques et de jouer un film dans lequel finalement on a un libre arbitre relativement limité dans ce type de jeu qui à mon sens est devenu Tomb Raider? Moi je trouve que effectivement Tomb Raider c'est un super exemple parce que au tout début je me souviens que le premier opus du jeu, les cinématiques elles étaient très rares. Il fallait terminer, il me semble qu'il y avait une vingtaine de niveaux, il fallait terminer un chapitre complet, donc 5 niveaux par exemple, pour avoir une cinématique de 30 secondes. Et il y avait vraiment chez les joueurs une envie d'avoir cette cinématique, elle était un petit peu sacrée, et ça marchait un peu comme une récompense. Et puis au fur et à mesure les jeux ont évolué, la technique aussi, du coup les films, ce qu'on appelle les cutscenes ou les cutscenes, donc c'est une vidéo avec le moteur du jeu. Et il y a aussi les cinématiques. Les cinématiques, ce sont des vidéos qui sont préparées et qui sont diffusées après un certain niveau de jeu, etc. Voilà. Et je pense que Tomb Raider, au fur et à mesure des opus, on a eu émergence des vidéos, des cinématiques qui apparaissent. Si bien que à la fin, quand moi par exemple j'ai joué au dernier Tomb Raider, les vidéos on a tendance à les passer, alors qu'avant c'était quelque chose de très précieux et fallait voir, et puis de temps en temps on avait une carte mémoire qu'on achetait exprès pour repasser ce moment-là. Voilà, le dernier Tomb Raider, on passe les vidéos parce qu'il y en a trop, elles sont pas forcément très intéressantes. Oui. C'est ça aussi, on le parle, et dans le cinéma c'est important aussi, c'est que chaque scène elle est vraiment bien en fait quand il n'y a pas de morceau de gras, c'est-à-dire quand on atteint la substantifique moelle, que chaque scène sert quelque chose, sert le propos du film. Et c'est le problème dans certains jeux, c'est d'avoir une pléiade de vidéos mais où on voit les personnages marcher, qui font rien, ça n'a pas de sens. Du coup, on les passe. Tout à fait. On est d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale. On va se mettre, écouter un petit bout de la bande son d'un des plus grands jeux vidéo, enfin de l'histoire, mais également pour sa bande son. On avait parlé l'an dernier avec Olivier au magasin de jeux vidéo de Pithiviers. On parlait de Mega Man 2 à l'époque où les gars sur des cartouches, ils avaient des capacités de mémoire très très limitées, et avec 4-5 notes ils arrivaient à monter des bandes son absolument incroyables. Donc là on va entendre le groupe qu'on a entendu dans le générique de début qui s'appelle Beat Brigade. J'ai un peu l'accent texan là pour le coup, j'essaierai de faire l'Oregon là tout à l'heure. Et donc ils ont repris cette bande son de Mega Man 2. Alors on va entendre au début le son tel quel quand il était sur NES, donc la console de Nintendo des années 90. Et on va l'entendre, 80, ce que je disais, c'est un piège, pour voir si vous suivez. Et juste après, le groupe qui est comme nous tous, comme beaucoup autour de la table, et puis peut-être vous devant la radio, ont biberonné avec ce jeu-là, ils l'ont repris en version rock, puisque aux États-Unis le jeu s'appelle Rockman. Et donc on a une bande son très dynamique qui s'y est tout à fait à une adaptation au rock, en l'occurrence un rock plutôt punchy qu'on va écouter, et puis après on enchaînera avec un autre quiz pour voir si on est toujours aussi fort. Je vous proposerai un Super Mario, Robert De Niro ou les deux, juste après. C'est ça, hein. Et après, c'est celui-là. C'est Herman. Donc tu mets Herman. ça, tu dois les enlever ça. C'est en fond. Ouais, mais je sais pas. Après t'enchaînes avec Herman Rock. Ok, ça va. On va peut-être pas laisser toute la minute. Non, tu peux enchaîner direct avec le rock si tu veux. Alors, ça va faire un petit... Au pire, on le repost-prod. On le fera en post-prod. Non, je ne sais pas. La post-prod, ça aide. C'est tout. Ça va, on peut se prendre les gars. C'est celui là. Ouais, c'est bon. Alors Beat Brigade, donc qui reprend la bande son, l'OST de Mega Man 2. Alors faut rendre à César ce qui est à César, hein, et puis j'ai notamment le nom du musicien japonais à l'origine,
Takashi Tateichi, à qui on doit la bande son de ce jeu vidéo, que vous avez entendu au tout début en intro de ce morceau, génial, hein, pour le coup ça marche bien en rock, moi je me le mets dans ma voiture. Hein. Donc on enchaîne comme promis, c'est le moment qui est très important pour nous. Super Mario, Robert De Niro ou les deux, vous répondez soit l'un soit l'autre ou les deux à mes questions et puis on va voir si vous êtes capable de différencier un super-héros du cinéma, un super-héros du jeu vidéo ou les deux. Et je vais commencer avec Il a la moustache. Mario. Super Mario. Bien Alors attention, il fait super peur des fois. De Niro. De Niro ou Super Mario, alors j'accepte plutôt De Niro. Mais c'est vrai que Super Mario, des fois quand il tombe, il fait un petit peu peur. Manger des champignons, grandir, descendre, non? Moi ça me fait des fois. C'est De Niro ou Super Mario? Trop fort en italien. Les deux, magnifique. Je suis pas réactif. Hein. Il adore les champignons. Les deux, oui, Robert De Niro adore les champignons, oui, effectivement. notamment les champignons de Paris. Quelle variété? Fricassés. Alors c'est plutôt les champignons de Paris. Robert De Niro, il a cette réputation. Les champignons de Paris. Je sais pas s'il le dit comme ça. Les champignons de Paris. Il saute super loin. Super Mario, Robert De Niro est très limité en son. Non, du tout. J'ai vu son bulletin scolaire en sport. Il a fait 6,83 m. Donc nous sommes chez Nicolas qui nous reçoit, qui est un peu mythomane, on peut le dire aussi. C'est exactement. C'est une maladie. Donc Super Mario saute super loin et non pas Robert De Niro. Attention, on le confond souvent avec Al Pacino. De Niro. De Niro et non pas Super Mario, effectivement. Son frère est un gros nul. Les deux. Ah non, Super Mario. Robert De Niro. Alors, je connais le frère de Niro. Il est venu manger à la maison hier et je peux te dire que le mec est naze. Bon, bah, on va rester sur Super Mario quand même. J'ai un petit dernier pour la fin. Attention, il nous met les nerfs à vif. Les deux, effectivement, le film de Robert De Niro et Super Mario quand il tombe dans ces satanés trous que mettent les développeurs de Mario et Nintendo évidemment. Quand nous n'arrivons pas à jouer comme des Japonais, tu tends la perche pour notre transition. On va parler d'un relatif échec, hein, puisque en termes d'entrée, c'est pas non plus les entrées confidentielles d'un film de Bernard-Henri Lévy, mais on a Pacific Rim 2 que Thomas a subi et je l'entends soupirer et trépigner à côté de moi. On va écouter un bout de la bande-annonce pour justement parler des raisons de cet échec de Pacific Rim, alors que le premier nous avait plutôt beaucoup plu, hein. On peut en parler, on l'a vu autour de la table, Nicolas. Moi je l'ai pas vu, donc je vous laisse sur tu n'as pas vu Pacific Rim le premier? Oui, voilà. En toute modestie. Bravo. Alors j'ai vu le premier, j'ai trouvé ça génial, et le deuxième on m'en a dit que du mal, du coup j'irai pas le voir. Merci beaucoup pour ta victoire, tu as gagné un bon d'achat à Playmobil Games sur Orléans. C'est vrai? Ça te fait plaisir. Ouais. Donc fais-toi plaisir, c'est le patron qui va. Vous voulez voir un truc là? Il est pas parti. Tranquille quoi. Là par contre ouais voilà ils sont plus énormes. Et les robots ont l'air plus petits mais ils gagnent quand même. Et surtout non alors, je crois que j'ai trouvé que le premier était assez mauvais en fait. C'est sûr Personnellement je trouvais le premier mais assez minable en fait. Non, visuellement il faisait ressentir le. Par contre visuellement il y a une vraie. Enfin, par contre ouais. Quelque chose d'organique. Si je l'ai pas du tout aimé, c'est principalement pour. Mais c'est pour les mauvaises raisons, c'est pour les dialogues, les dialogues, le scénario qui est pas au point, mais par contre je trouve que d'un point de vue mise en scène, il fonctionne bien. Et il y a plein de trucs qui moi me dérangent. Le coup des deux hémisphères pour un seul robot, je trouve que c'est débile, ça n'a pas lieu d'être. Ça veut dire qu'il y a la main gauche qui va s'occuper de la peinture pendant que l'autre va faire des mathématiques, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. C'est l'idée d'avoir une fusion entre les mecs, ouais. Je trouvais ça plutôt marrant quoi. Je comprends mais c'est une bonne idée quoi, moi j'aime bien. Je pense à en fait c'est vrai que s'il y a derrière et du coup tu te dis. Non c'est vrai que techniquement parlant, de se dire en termes d'efficacité, c'est peut-être pas génial. Vaut mieux d'avoir un seul mec dans un robot que deux quoi. Bon, forcément. On va pouvoir enchaîner. Je suis d'accord. Alors on entend des robots se casser la tronche, hein, clairement, se mettre des droites. Pacific Rim, on peut rappeler le premier. Hein. Voilà, on a des robots géants grands comme 2 fois la Tour Eiffel qui envahissent la Terre. Et donc la réaction ultra diplomatique des Terriens, c'est de créer des robots plus grands pour leur taper plus fort dessus. Un peu à la Donald Trump. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien. Et cette forme de diplomatie par la violence qui est mise en place dans le premier. C'est un peu un oxymore, diplomatie violente.
avait clairement été mis en valeur par Guillermo del Toro, qui réalisait le premier avant d'être oscarisé, depuis par La Forme de l'eau. Alors maintenant il est oscarisé, il a un peu changé de statut, donc si Pacific Rim pourrait apparaître, vu ce qu'il a fait dernièrement, comme une forme de friandise. Mais le 2 est sorti. Alors qu'on avait vraiment été marqué, alors évidemment c'est pas le scénario, vous avez compris, du premier qui nous a transporté, mais plutôt l'effet visuel qui avait vraiment été impressionnant, surtout en matière de 3D. On sentait vraiment qu'il y avait un C'est vrai progrès qu'en 3D, c'était une époque où ça reste toujours un peu en dessous la 3D, enfin je trouve, quoi. Il n'y a pas vraiment de réalisateurs qui s'en servent finalement. Et là, c'était plutôt bien amené. Ce que j'avais bien aimé dans le premier, c'est qu'effectivement on sentait la lourdeur de la machinerie. Oui, il y avait une vraie masse. Hein, il y avait une vraie masse, les humains étaient vraiment en position d'extrême faiblesse. Il fallait que, quand il parle de dizaines de moteurs, de centaines de moteurs diesel, on ressent bien ça quand on parle. Voilà, on regarde ces voitures et on se dit, peut-être que ma voiture pourrait se transformer en robot. C'est un peu un petit fantasme. Et il y avait aussi, faut le préciser, dans ce premier film, il y avait une chromatographie qui était vraiment excellente, qui était vraiment très très belle. Alors, on peut peut-être traduire chromatographie oui, pour nos alors auditeurs qui ne travaillent pas au Robert. La palette de couleurs utilisée dans le film qui était vraiment très très belle, et on passait des bleus très profonds dans la mer à des chaussures vives, rouges, vives, pardon. Et puis bon, il y avait Ron Perlman. Et il y avait Ron Perlman. Voilà. Donc là, cinéma, c'est Playmobil Soir de Ensuite, c'est des jeux vidéo, mais c'est aussi l'émission que vous pouvez passer de Ron Perlman à la chromatographie en 2 phrases. Alors effectivement, là, en fait, ça me fait un peu penser au dernier Jedi. Le Pacific Rim 2. Ouais, Pacific Rim 2, voilà, Pacific Rim 2, ça me fait un peu penser à ça. Le dernier Jedi, Ryan Johnson, il s'est dit, je vais tout rayer. Je fais ce que je veux. Tout ce qui a été fait avant, c'est de la bouse. Donc je vais le faire moi-même. Bon, ça foire, évidemment. Parce que quand on a un melon comme ça et qu'on se dit je vais faire ça, il faut être public sinon ça marche pas. Parce que c'est vrai que pour les jeunes publics que nous oui, sommes ça a marché, mais les ancêtres autour de la table, ça a plus marché auprès des jeunes. Là il fait pareil, tout ce qui était un peu vraiment bien dans le premier film, il le raye et il prend John Boyega et il lui ajoute une moustache. Alors, il y a des gens à qui la moustache ça va bien. John Boyega ça lui va pas. Voilà. Super Mario ça lui va bien. John Boyega ça lui va pas. On retrouve assez souvent un peu ce genre de film. Moi j'appelle ça l'effet Capla et c'est tout à fait ça. C'est le premier réal construit quelque chose, le deuxième balaye et il reconstruit quelque chose qui est balayé par le troisième et ainsi de suite. C'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence entre plusieurs films d'un même univers, ça peut relativement être un problème. Quand tu parlais de chromatographie, là c'est juste laid. Le film, voilà, le film il est laid. C'est-à-dire que tout est criard, sans aucun intérêt. Les robots, justement, on a l'impression qu'ils peuvent voler un peu partout. Ça me fait penser à des films japonais de robots, justement. Où là, les robots sont très aériens, un peu comme Evangelion. Les robots sont très aériens, très... c'est un peu dommage, quoi. Ce que je voulais, moi, c'était quelque chose de plus basique, quelque chose de plus rude, brut, comme le premier. Comme le premier film. Une continuité, en fait, une cohérence entre les deux films. Alors là, on se retrouve au Japon. On est au final devant le mont Fuji, on le reconnaît pas. Je sais pas. On pourrait me dire, t'es à Hawaï, ça marche pareil. Voilà, il n'y a aucun. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune identité visuelle dans le film. C'est un ratage complet. Alors, du coup, vous voyez trépigner, hein, on est entouré de jeux vidéo. Que vient faire ce film dans un univers de jeux vidéo? Pour le coup, moi j'ai intégré directement un notice de film pour aborder les liens entre jeux vidéo et cinéma, parce que je me demandais, pour le coup, si cet échec-là, c'était pas également le fait qu'on choisit un univers qui n'est pas adaptable encore au niveau du cinéma, parce que ça serait parfaitement adaptable dans une logique de jeux vidéo. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux vidéo, on le citait tout à l'heure, on va le prendre comme exemple sûrement de Rampage, où il s'agit d'avoir des grandes créatures, on casse tout. Ça peut marcher dans le domaine du jeu vidéo parce qu'il y a un côté un peu un défouloir total, mais au cinéma, est-ce que la grammaire est peut-être pas encore adaptée, justement, la grammaire, le langage cinéma n'était pas encore adapté à ce type de, je dirais, d'orgie visuelle finalement? Alors justement, Rampage c'est un bon exemple parce que c'est tout à fait le type de film. Donc l'adaptation de Rampage, ça va être tout à fait le type de film qui suit un peu ce principe de un film qui est adapté en jeu et un jeu qui est adapté en film. Et il y a une espèce de filiation comme ça qui se retrouve dans plein d'œuvres. Hein. Là, Rampage, c'est donc l'adaptation des films de kaiju, qui sont des films japonais où il y a des créatures géantes qui envahissent la ville.
Plutôt agressive en général. Exactement. Voilà. Oh, ça va. Mais si vous croisez un dragon géant un jour dans la rue, il faut le savoir. Il faut le savoir. Ils veulent faire de l'exercice, c'est tout. Il faut prendre ses jambes à son cou. Et du coup, c'est typiquement ce genre de jeu qui avait été Rampage dans les années 80-90. On incarne des archétypes de ces kaiju, donc il y a des rats géants, il y a des loups géants, il y a des gorilles, pour faire référence à King Kong. Est-ce qu'il y a des bites géantes? Il y a des... Ça sera coupé au montage. Il y a un jeu qui est sorti comme ça, bon, comme ça sera coupé. Plutôt marrant, tu diriges une petite caquette. Tu dois rentrer dans une petite caquette. Ouais, exactement. Là, vous lui rajoutez du boulot au montage. Donc on a aussi le lézard géant pour faire référence à Godzilla. Et le but c'était de prendre un de ces archétypes et de casser des villes, et à chaque fenêtre cassée, personnage tué ou des choses, ou bâtiments effondrés, on gagnait des points. Et c'était voilà, du scoring. Et là, moi ça me dérange un petit peu. On en parle d'ailleurs dans la série, on en fait un sketch dans XP Canapé, on fait un sketch sur ce qu'on appelle les Humans Anti-Game. Et c'est tout à fait ça en fait. C'est t'avales quelque chose, donc une culture pop qui est avalée, recrachée en jeu vidéo, c'est pas dérangeant, mais quand elle est ravalée pour être recrachée, au bout de la 6e fois, ça devient un petit peu gênant. Oh. Et on a tout à fait ça dans Rampage, c'est-à-dire que la grammaire, entre l'adaptation des premiers films, de la somme des premiers films de kaiju adaptés en jeu vidéo, la grammaire cinématographique s'est perdue. Parce que le but, c'est pas de raconter une histoire, c'est de casser des maisons, des bâtiments, voilà. Et quand on veut faire une adaptation de ce matériel vidéoludique au cinéma en ayant perdu la grammaire de base, je vois pas quel peut être l'intérêt. Et justement, je pensais, pour faire les liens du coup, rester avec nos liens du jeu vidéo, est-ce que la solution pour ce type d'univers du jeu vidéo au cinéma, ce serait pas un vrai cinéma de réalité virtuelle ? C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus les passerelles avec des jeux vidéo en réalité virtuelle. Donc là, vous portez un casque de réalité virtuelle sur les yeux, vous avez le son, donc vous vivez physiquement, quasiment de manière organique, le jeu vidéo. Parfois, dans certains jeux en réalité virtuelle, vous devez courir pour que votre personnage va courir. Alors moi, de manière très personnelle, pour moi, c'est plus du jeu vidéo, parce qu'il n'y a plus de recul. Mais est-ce que le cinéma pourrait pas s'accaparer ce nouveau média pour lancer ce qui commence déjà à trépigner chez beaucoup de cinéastes, faire des vrais films en réalité virtuelle qui pourrait correspondre à ce type d'univers tout à fait orgiaque, où on voit des monstres absolument tout détruire, ce qui passe, sans qu'il y ait la logique de découpage et de montage que perçoivent très rapidement les théoriciens du cinéma et des images quand ils font une frontière entre jeux vidéo et cinéma. Ma phrase était peut-être un petit peu longue. Non, moi je pense que oui, mais c'est une question aussi d'infrastructure. Je pense que les cinémas, si tout le monde devait avoir sa paire de lunettes virtuelles, etc., ça poserait des gros problèmes d'infrastructure, ou du moins des coûts très importants. Et je pense que le problème vient pour l'instant de là. Mais c'est assez amusant que vous parliez de ça, parce que justement il y a une émergence assez récente de tout ce qui est escape room ou virtual room. Et du coup, on plonge justement dans un univers immersif, en 3 dimensions. On fait tous notre vie. Alors, voilà. Il y a un déménagement. Tout le monde est en direct différent. On est aussi, c'est la transversale. Ouais, donc c'est un... Attends, non, c'est bon, il y avait le micro, hein. Regarde, ceci est un micro. Double. Peut-être que ça fait 3D, non, au niveau du son. Non, c'est bon. Ouais, donc c'est Rémi, un très bon client à moi qui se lance dans l'aventure. Donc il sera derrière le Zénith, et donc ça sera du combat virtuel avec un casque. Ça semble génial, moi j'y vais pas dimanche là mais l'autre. Donc je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Mais voilà, c'est alors au niveau le seul petit bémol, et j'en ai convenu avec lui, c'est vraiment au tarif. Enfin le tarif c'est un peu... Voilà, c'est vraiment un truc que tu fais une fois de temps en temps, mais pas tous les jours, pour être tout à fait honnête. Mais sinon, tu t'éclates, et le gros point positif pour eux, c'est que c'est le premier en Europe à pouvoir jouer à 8. Voilà, donc ça c'est assez énorme, et tu as 4 ou 5 choix au niveau, je dirais, du scénario ou du jeu.
C'est vrai que là, pour le coup, et ça c'est cool. Quoi. On parle de réalité virtuelle, mais il y a un scénario, donc on retrouve vraiment du vocabulaire très transversal vis-à-vis donc de ce qu'on évoquait avec Pacific Rim 2, qui pour le coup a un média, le cinéma, qui n'est pas adapté à ce type de manifestation de violence ou de destruction propre parfois aux jeux vidéo quand on veut se défouler. Thomas. Merci de me passer la parole. Démerde-toi. En gros, c'est ça, débrouille-toi. Je suis tout à fait d'accord, je suis toujours d'accord avec le chef, je suis toujours d'accord avec toi. Du coup, ça m'a toujours réussi dans la vie. Bon, bah après, on a d'autres quiz. Hein. Moi, j'ai d'autres quiz pour vous tester. T'as un quiz aussi? Ouais. Donc, 1 point par film. Combien de films Resident Evil qu'il devait tourner? 6. 8. Moi j'aurais dit 8 avec l'Afterlife en 3D. Attention, pas tous en même temps s'il vous plaît, c'est le bordel. Alors Ben. Moi je dirais 6, ouais. C'est Ben. Nico. Moi je dirais 8. Est-ce qu'on compte le Dégénération et Ah oui, il y a des opus spéciaux. Alors voilà, disons qu'on va avoir un vainqueur parce que je commence à... les points en plus, moi j'en ai 6. Donc les points en plus, c'est celui qui me dira tous les titres. Des petits films. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, Resident Evil, Apocalypse. Oui. Resident Evil, Extinction. Très bien. Afterlife. Oula, oui. Il en reste plus que 2. Attention, ils les vendent tous. Ouais, je fais un pack de acheter 3ème offert. Après Extinction, après Afterlife. Après il y a Resident Evil normal. Alors ça, le premier tu l'as dit. Afterlife, je dirais, parce que... Non, il y avait Dégénération, mais c'est pas le même. Alors, c'est un Rétribution. Rétribution, qui est le 5ème. Et le dernier, le bien nommé, Chapter Life. Chapitre final. Et oui, chapitre final. Voilà. Alors effectivement, on espère que ce sera chapitre final. Ah ouais. Alors sauf si Mila Jovovich a des impôts à payer, là du coup il y aura peut-être On un lui CP. paye. On est prêt à faire une campagne litchi. C'est vrai que du coup on peut en parler, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce genre qui est Survivor Horror, et avec le cinéma de genre qui rentre dans ces cases-là quand ça passe au cinéma. Pourquoi Resident Evil c'est aussi raté raté. Pourquoi c'est pas du vrai cinéma qui a une vraie prétention artistique, je dirais, ou vraiment de qualité? Parce qu'on est quand même dans le domaine de la distraction, on est plus proche de la soupe quand même. Bah, parce que ça se rapproche peu du jeu vidéo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Aucun rapport entre le film, entre l'œuvre. Déjà, ça fout pas la trouille. Non, c'est vrai. Alors que normalement, à la base, Resident Evil, ça fout la trouille. Là, c'est plutôt de l'action. Donc on rappelle que vous avez joué à Resident Evil, donc vous êtes en mesure de faire les passerelles. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Le premier était assez respectueux de l'univers du jeu vidéo. Le deuxième aussi, le deuxième était vraiment bien, etc. Mais à partir du 3 jusqu'à machin, c'est que de l'action. En termes de film action pur, c'est pas trop mal. Voilà, ça se regarde, machin, pourquoi pas. Mais en termes de Resident Evil, c'est un peu de la daube du 3 jusqu'au dernier. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et bah, moi, je m'en vais. Sors du magasin, crachez-lui dessus. J'ai trouvé, alors, je trouve que par exemple, on parlait du lien entre l'œuvre vidéoludique et cinématographique, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun lien entre le premier et le premier jeu et le premier film, sauf des références qui sont par exemple l'emploi du nom des personnages ou du nom des sociétés ou du nom des méchants, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, moi je retrouve pas par exemple la même tension quand on voit une créature dans le film et la même créature dans le jeu. Pour certaines scènes, notamment celle que tu pouvais parler tout à l'heure, les cinématiques, où tu sais à un moment tu ouvres une porte et tu vois un mort-vivant bouffer quelqu'un, machin, et ça se retourne dans le film. Et tous ces trucs là font que je trouve que ça se rapproche, voilà. C'est vrai. On en revient à Tomb Raider où finalement les gens, les réalisateurs, ils commencent à utiliser des scènes du jeu pour les intégrer dans le film. Oui, et également dans la bande-annonce qu'on a entendu tout à l'heure pour attirer évidemment tous les joueurs qui ont été susceptibles de croiser ce film-là. Et c'est vrai, très intéressant de voir le décalage entre ce qu'on peut percevoir en tant que joueur et en tant que spectateur, puisque par exemple dans ce genre du jeu d'horreur, moi je m'amuse plus à regarder les joueurs, à avoir peur avec des jeux qui font peur, plutôt que d'y jouer. Moi ça me paraîtrait totalement insupportable et agaçant. Mais alors à les regarder, je pourrais avoir le recul nécessaire pour avoir le libre arbitre et puis pouvoir limite en rire, alors qu'en tant que joueur ça m'agacerait profondément. Et donc on est allé dire vraiment à la frontière entre les deux arts que sont les jeux vidéo et le cinéma.
Je vais vous donner une réplique de film et vous allez me donner un jeu vidéo qui colle à cette réplique. Vous voyez, tu peux jouer aussi avec nous évidemment, et Florian aussi, même si tu fais des images. Donc une réplique de film et vous donnez un jeu vidéo qui correspond. Vous pouvez jouer également en nous écoutant devant votre poste de radio. Et je commence par Robert De Niro, You Talking to Me. Mafia. Mafia, c'est très bien, ouais. Mafia. Bien vu, bien vu. Le jeu Mafia. Bah, il faut se réveiller les mecs. Alors j'avais prévu également Street Fighter 2 ou Super Mario. Parce que Super Mario a l'accent italien, évidemment, peut imiter directement Robert De Niro. Là-bas, il n'y a pas de route. Là-bas, il n'y a pas de route. Là-bas, c'est Jean-Jacques Goldman. On sort un peu du thème. Hein. Moi, je dirais Road Rage. Road Rage. Oh oui, qui était un jeu de voiture, on se tape dessus, c'était pas j'avais Top Gun. Un jeu de moto. Un jeu de moto, pardon. Jeu de moto, pardon. Ouais. Non, j'avais Top Gun là-dessus pour vous prononcer, mais il n'y a pas de problème. Et sinon, alors j'avais éventuellement vous proposer la réplique du Terminator I'll be back. Duke Nukem. Duke Nukem, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en réponse, j'avais toutes les suites de jeux vidéo en général. Et pourquoi je suis Pink, moi? Reservoir Dogs. Alors moi je dirais Saint Row. Ouais, elle est pour moi. Pour le côté scintillant, pimp scintillant un peu. Alors on avait un jeu vidéo de plateforme pour Thomas, dont il est fan. Kirby. Kirby, bien sûr. Kirby. Ce petit personnage rond et rose est particulièrement ridicule. C'est génial ça. N'insulte pas Kirby s'il te plaît. Je mets les pieds où je veux. Attention à celle-ci, Chuck Norris. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Moi je dirais Street Fighter. Un jeu vidéo qui correspond. Street of Rage, ouais. Street of Rage, c'est bien. Street Fighter 2, tous les jeux on tape les gens effectivement, vous pouvez entrer avec cette Double Dragon. Il m'en restait deux, c'est Sans Danger qu'on entend notamment dans Marathon Man. Hein? C'est sans danger, c'est une question. Bomberman. Un jeu, comme vous l'entendez effectivement, où on se bombarde avec des amis de manière tout à fait ludique. Alors moi j'avais mis tous les jeux en janvier en général, hein. C'est sans danger. Évidemment le jeu vidéo c'est aussi, et c'est d'ailleurs très souvent traité comme thématique, c'est aussi à se faire peur, à jouer avec la peur de la mort. On avait fait de catharsis. Et j'en avais un petit dernier avec l'effet catharsis dont on parle effectivement, qui est très important pour cette émission. Si on envoyait les comptes sur orbite, toi tu tournerais longtemps. Un jeu vidéo qui correspond à cette réplique-là de Michel Audiard. Alors il y a Gravity Rush, mais après j'imagine qu'il faut pas avoir le vertige en jeu vidéo. Je pense qu'il faut trouver plus simple et plus joyeux. Pilot Wings. Pilot Wings, très bien, un jeu où effectivement on peut avec Star Fox. les avions. Star Fox, ton père. Je suis ton père. Alors moi je dirais un peu référencé, mais je dirais Gear of War, parce qu'il a inspiré quasiment tous les TPS par la suite. Ouais, donc des jeux de tir où cette fois on est derrière le personnage et on le voit quasiment intégralement en tout cas. Mais c'est pas très drôle. Moi j'avais Tomb Raider, parce que dans Tomb Raider, le père de Lara Croft, à un moment il est poursuivi par des méchants, donc je suis ton père, ça va parfaitement correspondre. Il y a Star Wars en jeu vidéo tout simplement. Ouais, voilà. Plus Florian n'est pas très gentil pendant cette émission-là. Mais en plus, t'as pas donné la réponse, c'est ça qui est génial. Bon, allez, un petit dernier pour la route. On voulait parler de Zelda avec tous ensemble parce que avec Célien, on les voit souvent dans un sens, le jeu vidéo vers le cinéma. Zelda et cet univers où vous avez un jeune, on va dire lutin, quasiment mutique, un jeune adolescent mutique, une sorte d'elfe, effectivement, qui n'a pas prononcé un mot dans tous les jeux qui sont sortis sur Nintendo, parce qu'on est dans l'univers de Nintendo. Et donc Zelda est l'histoire perpétuelle où vous devez, entre guillemets, parce que les récents sont un petit peu moins vrais, mais vous devez sauver une princesse d'un univers qui est tout le temps menacé par un gros méchant qui s'appelle Ganon avec une tête de sanglier. Donc pour le coup ici, on est dans un univers très très vaste et qui est emblématique du jeu vidéo, puisque évidemment chez Nicolas on a plein de produits Zelda que tous mes amis autour de la table vont évidemment m'acheter tout à l'heure pour que je complète ma collection. Mais le tout dernier, Breath of the Wild, est d'une ambition en termes de jeux vidéo absolument délirante, puisque on est dans la logique du monde ouvert qu'on a évoqué tout à l'heure, où vous rentrez avec un personnage dans un monde où vous n'avez aucune restriction en termes de limite, en termes de déplacement, en termes d'action, quasiment tout est envisageable. Et ce jeune personnage que vous allez jouer, vous pouvez le jouer cette fois-ci, les progrès techniques aidant, dans une carte de 5 km². C'est-à-dire que c'est la plus grande qui a jamais été faite dans l'univers du jeu vidéo. Et cette fois-ci, ce monde ouvert-là, il propose une caractéristique très importante que j'ai signalé notamment beaucoup de théoriciens sur le net. C'était notamment ici qu'on inverse ce rapport du jeu vidéo. Auparavant, on avait un jeu vidéo où vous aviez une carte, vous passiez d'un point A à un point B. Cette fois-ci, c'est au joueur de cartographier son environnement et de manière tout à fait anti-scénaristique, de pouvoir parfaitement se promener dans ce monde-là,
sans avoir aucune contrainte de jeu, de mission. On peut parfaitement décider de rester 4 heures dans Zelda. On peut passer son temps à ne pas suivre l'histoire. Et de faire du non-jeu. C'est une sorte de premier jeu dans lequel vous pouvez ne pas jouer au sens productif du terme, je dirais. Et donc la problématique très large, après vous pouvez rebondir sur Zelda si vous le souhaitez, même si ça peut lui faire un petit peu mal, on pourra envisager notamment le fait que moi je voyais beaucoup de liens avec l'univers du studio Ghibli, que ce soit la musique, les images, la chromatographie, notamment, et toute cette palette de sons, c'est fantastique, le mot de syllabes c'est très rare, c'est des espèces en voie de disparition, et notamment tous les codes visuels, les créatures, le bestiaire notamment, est très proche de tout ce qu'on peut voir dans les films Ghibli, alors plutôt du côté d'Hayao Miyazaki que chez Isao Takahata, mais en tout cas très proche de cette filiation très marquée au sens large. Alors je sais pas si vous l'aviez perçu, je sais que Thomas y a joué, Ben je sais pas si tu as croisé. Ouais, j'ai un peu joué. Alors, est-ce que vous, en tant que joueur, on peut sentir ce type de filiation parfois, même dans un jeu aussi vaste qu'un monde ouvert, des filiations avec des films précisément. Thomas par exemple, est-ce que tu peux nous en parler? C'est bien que peut-être, j'imagine, entre Zelda Breath of the Wild et l'univers du studio Ghibli, de Miyazaki plus précisément. Ouais, je suis peut-être pas le meilleur client là-dessus parce que Zelda, si j'ai joué. Il n'y a pas de sabre laser. Voilà, effectivement, ça manque de sabre laser, ça manque de cadre pour moi. Il y a quand même des épées. Non, c'est vrai que non, effectivement, le jeu était, il y avait cette idée d'aventure épique. On sort d'une caverne et on peut faire littéralement ce que l'on veut. C'est un peu à l'image du tout premier qui était sorti Exactement. sur la NES où vous êtes sur une carte. Là pour le coup ça m'a fait vraiment aucune repenser indication et vous débrouillez quoi. C'est ça, aucune indication à vous de savoir qui fait quoi, où est quoi, à qui parler, ou même du coup ne parler à personne. Je vois pas trop, je vois mal. Pas trop de rapport avec un film, toi si tu as des plus à l'univers, c'est-à-dire pas un univers précis, mais je pensais par exemple, on voit beaucoup en termes de musique, hein, déjà c'est vraiment la palette musicale du studio Ghibli, des pianos, des musiques très douces, avec des instruments de studio qui ne sont pas recréés numériquement. Vous avez également, alors moi je pensais évidemment à le voyage du Chihiro principalement, oui, d'accord. Et puis également on peut Princesse Mononoke. Non!